Urgent échec pour les généraux russes. Zelensky a battu le Kremlin, Poutine cède à l'ultimatum de Kiev. L'Ukraine dicte ses règles, transformant la trêve de Poutine en piège mortel pour la Fédération de Russie. Révolte au Caucase. Adieu Moscou. L'Ukraine renverse l'échiquier. Erevan et Bakou doublent Poutine. Le Kremlin perd tout après cette décision de Kiev. Poutine est dans un piège mortel. Ses propres services préparent des représailles chocs. L'homme du bunker est acculé. Le compte à rebours commence. La fin est proche. La place rouge est visée. L'Ukraine répète le défilé à Moscou. Un feu d'artifice attend Poutine. À suivre dans notre édition. Point chaud. Choc. Cessez-le-feu. Zelensky surclasse le Kremlin et dicte ses règles. Zelensky s'impose et dicte ses conditions aux dictateurs. Des conditions qui ont semé la panique chez les généraux russes. Quel double piège se cache dans les coulisses des négociations? Quelles conséquences pour Moscou? Voyez, une trêve, mais pas aux conditions de Moscou. Alors que la Russie prépare le 9 mai, Kiev avance ses pions et brise le scénario de Poutine. Zelensky a répondu à la proposition de trêve de Poutine. Kiev instaure un régime de silence dès le 6 mai. Auparavant, Moscou avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour les 8 et 9 mai. Pourtant, Kiev souligne que l'Ukraine n'a reçu aucune proposition officielle de trêve de la part du Kremlin. À n'importe quel moment, nous pouvions nous attendre à une déclaration de Lavrov ou de Zakharova, affirmant haut et fort qu'il n'y a aucune proposition officielle de Poutine. Je tiens à le souligner et j'insiste tout particulièrement sur ce point. Le second piège était que, si le président ukrainien venait à donner son accord officiel à cette trêve, cela affaiblirait par conséquent la stature même du président ukrainien. Car la partie ukrainienne ne peut vraiment pas rejeter cette offre. Et c'est là que se trouve le troisième piège. La Russie cherchera à saisir cette occasion pour porter des accusations contre l'Ukraine en affirmant qu'elle est incapable de négocier. Cela sera utilisé comme un argument stratégique pour lancer un appel direct aux États-Unis. Mais entre-temps, l'Ukraine a repris l'initiative. Zelensky a déclaré que les vies humaines importent plus que n'importe quel défilé russe. Le président ukrainien juge la trêve de 2 jours peu sérieuse. Il a donc instauré un régime de silence et des mesures miroirs au front. C'est-à-dire le silence, mais seulement s'il est respecté de l'autre côté aussi. La partie ukrainienne effectue ce qu'on appelle une frappe préventive. En d'autres termes, elle déplace le cadre temporel de la trêve. Mais surtout, c'est désormais l'Ukraine qui a le leadership. Et la Russie pourrait bien se retrouver prise à son propre piège. Si jamais la Russie accepte les propositions ukrainiennes, cela signifie que c'est l'Ukraine qui crée véritablement l'opportunité d'un cessez-le-feu. Et plus encore, qui en teste la nature même. Et si la Fédération de Russie n'accepte pas, l'Ukraine aura alors le plein droit juridique de porter des frappes au moment du passage de ce qu'on appelle le défilé militaire à Moscou. Ainsi, la Russie a une chance de s'assurer ce silence tant convoité et le contrôle pour le 9 mai, mais seulement s'ils acceptent les conditions de Kiev. Et ensuite leur donner une chance de se reposer. Nous n'avons aucun jour de congé. Nous nous excusons à cause de la Russie, à cause de leur attaque. Alors on leur donne un jour de repos, et le lendemain matin, après le 9, ils recommenceront à nous tuer. On verra comment ça se passe. Nous verrons comment tout cela se passera. Mais ici, des menaces émergent. Malgré l'annonce d'une trêve de 2 jours, le ministère de la Défense russe a aussi proféré des menaces. Et le ministère de la Défense russe a tout de suite menacé de frapper Kiev si leur défilé était perturbé. L'homme du bunker a-t-il donc si peur de sortir le 9 mai que le Kremlin n'a pas trouvé d'autres mots? Il est peu probable d'effrayer encore l'Ukraine. Il y a déjà eu des frappes d'Oreshnik, ainsi que des tirs constants de missiles balistiques et de croisières. Pourtant, contre toute attente, l'intimidation russe a fini par nuire à l'image de Poutine lui-même. Ces déclarations ont résonné comme un avertissement correspondant pour la partie ukrainienne concernant la non-exécution de frappes au moment du passage du défilé militaire, et les Russes eux-mêmes se posent la question. Il s'avère donc que les petits chars et par conséquent les colonnes de cadets sont plus importants pour le dictateur russe que les bombardements de Belgorod ou de Briansk. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de menaces correspondantes de la part de la Fédération de Russie au moment des frappes, sur Tuapse par exemple? Mais ce n'est pas fini. Un autre facteur de risque apparaît.
la menace d'un lancement d'Oreshnik, car la Russie a fermé l'espace aérien au-dessus du polygone de Kapustin Yar du 5 au 8 mai. S'il est question de la possibilité d'utiliser l'Oreshnik avant la tenue du défilé, alors qu'en est-il de la déclaration correspondante du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, selon laquelle, en cas de frappe ukrainienne au moment du défilé, seraient mobilisés tous les moyens et forces de la Fédération de Russie pour une frappe de riposte sur le territoire ukrainien? C'est au bas mot une contradiction. Désormais, tout repose sur la Russie. La menace de Zelensky sur les drones au-dessus de Moscou pourrait se concrétiser. Depuis de très nombreuses années, ils ne peuvent plus se permettre la présence d'armements au défilé, et des drones ukrainiens pourraient aussi s'inviter à ce défilé. La Russie comptait imposer sa propre trêve à des dates précises et selon ses conditions. Mais Kyiv a repris l'initiative et a brisé le scénario imposé. Et maintenant, le choix appartient à la Russie. Nous avons changé le paradigme de la guerre. Désormais, ce ne sont plus les Ukrainiens qui craignent d'éventuelles frappes de la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien lors des dates sacrées pour les Russes. Désormais, les Russes scrutent le calendrier et quand ils voient des dates qui leur sont sacrées, ils comprennent avec horreur que cela peut servir de prétexte pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. Le Caucase se tourne vers l'ouest, Zelensky change la donne. Erevan et Bakou lèvent le poing au-dessus de la tête de Poutine. La rencontre avec Pachinian à Erevan et les récents accords fermes avec Aliyev ne sont pas que de la diplomatie, c'est une attaque coordonnée contre les ambitions de Moscou. Voyez comment le Caucase coupe l'herbe sous le pied du dictateur. Virage géopolitique. L'Arménie, qui dépendait du Kremlin pour sa sécurité depuis des décennies, accueille aujourd'hui les dirigeants de toute l'Europe. Erevan a accueilli le tout premier sommet bilatéral entre l'Union européenne et l'Arménie. Cet événement a suivi le 8e sommet de la communauté politique européenne, qui s'est tenu dans le pays. Pour cette introduction, je tiens à vous remercier, ainsi que le président Costa, pour l'aimable invitation à ce sommet. Le sommet de l'Union européenne à Erevan montre que le modèle de sécurité européen remplace les structures inefficaces comme l'organisation du traité de sécurité collective. L'espace post-soviétique n'est plus une affaire intérieure du Kremlin. Il est clair qu'après la dernière guerre arméno-azerbaïdjanaise, il est devenu évident pour tous en Arménie que la Russie était prête à abandonner l'Arménie sans trop de problèmes et qu'elle ne ferait absolument rien pour elle. Et cela a marqué le tournant stratégique de l'Arménie vers l'Occident, vers l'Europe. Et le sommet de la communauté européenne est en quelque sorte la preuve de ce vecteur de développement pour l'Arménie au cours des toutes prochaines années. La présence de Volodymyr Zelensky au sommet et sa participation directe à l'événement sont une déclaration claire que l'ère de la domination russe au Caucase est terminée et que les vieilles méthodes de contrôle du Kremlin ne fonctionnent plus. Le président ukrainien a également rencontré le premier ministre arménien Pachinian. Il est clair que l'Arménie se tourne désormais davantage vers l'Europe, partenaire de l'Ukraine, plutôt que vers la Russie. C'est pourquoi, en principe, elle est même prête à aller jusqu'à inviter le président ukrainien en Arménie, ce que beaucoup en Russie ont perçu comme un crachat, une gifle à leur grandeur impériale. Divers propagandistes Z et les soi-disant correspondants de guerre étaient, bien sûr, enragés. Ils exigeaient furieusement que les casques bleus russes à Goumri, ils sont 5000 là-bas, attaquent immédiatement Zelensky pour le capturer, et ainsi de suite. Bon, naturellement, tout cela n'est pas sérieux. Mais c'est une gifle. Enfin, ils ne vont évidemment pas l'admettre publiquement. L'influence russe dans le Caucase du Sud chute rapidement. Le Kremlin perd sa position d'acteur clé et la région se réoriente activement vers de nouveaux alliés. C'est une région où elle est présente depuis très longtemps, plus précisément depuis l'époque du tsar Pierre le Grand. Ils ont cherché avec insistance à imposer leur contrôle total sur cette zone. Mais il s'avère aujourd'hui que leur influence y chute rapidement. Et elle chute tant que cela devient flagrant. Même parmi des États hostiles l'un envers l'autre, comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Rappelons que le 25 avril a eu lieu la première visite de Volodymyr Zelensky en Azerbaïdjan depuis le début de la guerre totale. Les parties ont consolidé des accords dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du complexe militaro-industriel. La coopération existait déjà avant la période de l'invasion à grande échelle. Après le début de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, elle n'a fait que se renforcer. L'Ukraine a toujours reconnu l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan,
et l'Azerbaïdjan a toujours reconnu l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Et maintenant, les possibilités de coopération technico-militaire et autres avec l'Azerbaïdjan sont discutées de manière assez active. Pour l'Ukraine, l'Azerbaïdjan est un partenaire potentiel très important, tout comme l'Ukraine l'est pour l'Azerbaïdjan. Les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie traversent une profonde crise de confiance. La visite de Volodymyr Zelensky a été un puissant catalyseur de cette dégradation, bien que les tensions s'accumulaient depuis des années. Nous voyons comment les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie se dégradent, et même si la Russie a présenté ses excuses et des compensations pour l'avion abattu, et que l'Azerbaïdjan a tout accepté, on ne peut pas dire que cela ait immédiatement rétabli les relations à leur niveau antérieur. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan s'éloigne clairement de la Russie, s'orientant manifestement vers de nouveaux partenaires. Le statut de grande puissance pour la Russie appartient désormais au passé. Aujourd'hui, le Kremlin n'est qu'un acteur secondaire des processus mondiaux, contraint de s'adapter à des réalités sur lesquelles il n'a plus d'influence réelle. C'est arrivé. Poutine est tombé dans un piège, sa propre garde prépare son élimination. Le dictateur ne sort presque plus, craignant sa propre ombre. Et ce n'est pas seulement de la peur, le renseignement fait état d'un complot dans son entourage. Est-ce de la paranoïa ou le compte à rebours pour Poutine? Regardez. Il semble que le dictateur russe ait désormais peur de sa propre ombre. Poutine a fini de jouer. Pendant que le petit écran nous rebat les oreilles avec l'ennemi extérieur, un processus bien plus dangereux se déroule au sein même de la Fédération de Russie. La lutte pour le pouvoir. On dit souvent que la plus grande des dépendances est celle du pouvoir. Je n'ai jamais ressenti cela. Je n'ai jamais été quelqu'un de dépendant de quoi que ce soit. Penser et croire fermement qu'une fois assis dans un fauteuil de dirigeant, ce poste doit vous appartenir pour toute la vie. Et ce jusqu'à la tombe. Je considère cela comme absolument inacceptable. Histoires importantes a obtenu un rapport de renseignement d'un pays de l'Union européenne sur la situation réelle au Kremlin et l'état de Vladimir Poutine. Depuis début mars 2026, le Kremlin et Vladimir Poutine s'inquiètent de fuites d'informations sensibles ainsi que du risque de complot ou de tentative de coup d'État contre le président russe. Il craint tout particulièrement l'utilisation croissante de drones pour une éventuelle tentative d'assassinat ciblé de la part de certains membres de l'élite politique russe. C'est-à-dire de ces mêmes personnes sur lesquelles reposait hier encore toute la verticale du pouvoir. Je suis certes convaincu que le pire commence en Russie. Le service fédéral de protection a de fait isolé l'homme du bunker du monde extérieur, transformant ses déplacements en opérations spéciales sous contrôle total. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Poutine se réfugie souvent dans des bunkers modernisés, notamment dans la région de Krasnodar, où il peut travailler des semaines, tandis que les médias russes diffusent des vidéos préenregistrées. Désormais, chaque visiteur de l'administration subit un double contrôle avec une fouille complète. Et la liste des lieux où Poutine est autorisé à se rendre a été drastiquement réduite. Il n'apparaît plus dans ses résidences habituelles, ni même sur des sites symboliques qui servaient autrefois à démontrer son contrôle sur le pays. Les visites sur les sites militaires ont également disparu. Si l'an dernier, elles faisaient partie de l'image publique du contrôle, aujourd'hui, le dictateur n'y paraît plus du tout. Dans certains quartiers de Moscou, les réseaux de communication sont périodiquement coupés. Les agents du FSO effectuent des inspections avec des unités cynophiles et se déploient stratégiquement le long de la Moskova, afin d'être prêts à réagir à d'éventuelles attaques de drones. Même l'information est désormais sous contrôle. Tout contenu public impliquant Poutine doit désormais être approuvé. Et il est interdit aux employés travaillant près du chef du Kremlin d'utiliser des téléphones ordinaires. Ils doivent utiliser des appareils sans accès à Internet, se déplacer uniquement via les transports du FSO et des systèmes de surveillance sont installés chez eux. Et dans ce contexte, une figure clé apparaît dans le rapport. L'ancien ministre de la Défense, aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Shoïgu. Je vais remercier pour la 100e fois maintenant Shoïgu Gerasimov, tous les adjoints de Shoïgu, tous les adjoints de Gerasimov. Ce sont vraiment des gens formidables qui ont systématiquement pillé ce pays russe complètement stupide et cette armée russe tout à fait stupide. Ils l'ont tellement pillé, ils nous ont tellement facilité la tâche.
C'est précisément Shoigu que le renseignement européen considère comme un facteur potentiel de déstabilisation. Et donc comme une source possible de menace pour Poutine lui-même. Je ne serais pas surpris si demain on découvre que Shoigu travaillait pour l'Ukraine. L'arrêt de son proche collaborateur, Ruslan Tsalikov, est aussi parlant. Après le meurtre du lieutenant-général Afanil Sarvarov, la fracture a éclaté. Au lieu d'une réaction unie, les forces de sécurité se rejettent ouvertement la faute. Lors d'une réunion à huis clos, le chef d'état-major Gerasimov a accusé les services secrets de failles de sécurité. Le FSB a riposté contre les militaires et la garde nationale a nié devoir protéger la défense. Finalement, Poutine a dû intervenir pour apaiser les tensions. Après la réunion, Vladimir Poutine a rencontré le directeur du service fédéral de protection, Dmitry Kochnev, dont la priorité est d'assurer la sécurité physique des hauts dirigeants de l'État. Il a été décidé de modifier le règlement interne du SFP en élargissant la liste des personnes bénéficiant d'une protection renforcée de la part de cette agence. De plus, selon certaines sources, les agents du SFP seraient derrière les coupures massives d'Internet à Moscou. Et les ressources d'écoute sont désormais réorientées vers les menaces internes plutôt qu'externes. Ils mettent sur écoute le gouvernement, les agences et les fonctionnaires. Et cerise sur le gâteau, cette année, aucun député de la Douma n'a été invité au défilé du 9 mai. Eh bien, c'est déjà la fin. Le système qui a tenu pendant des années grâce à la peur commence à s'auto-dévorer. Les ressources de la Russie diminuent, les risques augmentent et les garanties de sécurité ne fonctionnent plus. Et maintenant, chacun au sein de cette hiérarchie comprend qu'il pourrait être la prochaine cible. Et si Moscou refuse de respecter la trêve, les forces ukrainiennes lui ont déjà préparé un cadeau enflammé. Le défilé sur la place rouge est dans la ligne de mire. Pendant que Moscou déploie sa défense aérienne, les soldats ukrainiens visent déjà le Kremlin. L'armée ukrainienne a commencé sa propre répétition du défilé. Le point de fer de l'Ukraine se resserre sur la tête du dictateur. Détails à suivre. On peut contempler indéfiniment trois choses. Oh, le feu ardent, l'eau qui coule et le décollage d'un missile Flamingo. Des missiles ukrainiens ont frappé de plein fouet l'usine VNIR Progress, située à plus de 1000 km de la frontière. L'usine VNIR Progress est d'une importance stratégique pour la Russie, car elle produit de nombreux composants de missiles que Poutine utilise pour frapper les villes ukrainiennes. Les opérateurs du premier centre spécialisé, avec le GUR de la défense ukrainienne, les forces de missiles et d'autres unités, ont mené une frappe combinée sur VNIR Progress à Tcheboksary. L'usine produit des récepteurs GNSS et des antennes pour GLONASS, GPS et Galileo, dont les modules de navigation Cometa résistants au brouillage. Ces modules équipent les missiles Calibre, Kh-69, Iskander-M, S-8000 banderoles, ainsi que les drones Shahed, Orlandix et Forpost. De plus, Cometa est intégré au module de guidage qui transforme les bombes aériennes en munitions guidées. DUR du ministère de la Défense. Le missile Flamingo est déjà opérationnel au sein des forces ukrainiennes et ses frappes seront systématiques. Le missile Flamingo, aussi appelé FP5, c'est un bon missile et apparemment, il est maintenant sérieusement intégré à l'arsenal. Cela constitue désormais un élément absolument fondamental et déterminant de ce que j'appellerais une nouvelle réalité stratégique et opérationnelle dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Cette nouvelle réalité, c'est que les frappes menées en profondeur sur le territoire russe, touchant la quasi-totalité de la vaste étendue de la partie européenne de la Fédération de Russie, sont en train de se transformer en une forme de routine systématique et régulière, devenant ainsi un aspect incontestable de la vie de tous les jours. Les autorités russes ont affirmé avoir abattu près de 300 drones d'attaque dans 18 régions de la Fédération. Presque toute la partie européenne de la Russie était en état d'alerte. Voici la réaction d'un blogueur pro-guerre vivant dans l'Oural, ex-combattant de Storm Z en Ukraine face aux attaques nocturnes ukrainiennes.
Pour la première fois de ma vie, moi, habitant d'une ville de l'arrière, j'entends de tels bruits. Les flics patrouillent en criant « Attention, alerte aux missiles !» On dirait que l'opération spéciale de Poutine ne plaît plus trop. Même les députés locaux sont mécontents des frappes sur la Tchouvatchi et critiquent désormais ouvertement Poutine et sa soi-disant opération spéciale. Les frappes de drones d'aujourd'hui sur la capitale de la Tchouvatchi, sur Tcheboksary, sont le résultat de la politique. L'opération militaire spéciale, nos compatriotes décédés, c'est aussi de la politique. La fixation des tarifs, c'est aussi une question de politique. Absolument tout ce qui touche à notre quotidien, c'est de la politique. Alors, prenez le temps de solliciter vos ménages et réfléchissez bien à tout ce qui se passe dans le pays. Il n'y a pas que l'usine de Tcheboksary. Les forces ukrainiennes ont également réussi à frapper une raffinerie qui figure parmi les 5 plus grandes de Russie. Des drones ukrainiens se sont rendus dans la région de Leningrad et ont frappé la raffinerie de Kirichi. Les opérateurs du premier centre indépendant, avec les forces d'opération spéciales et le SBU, en lien avec d'autres forces de défense, ont frappé la raffinerie Kinef de Kirichi. La capacité de l'entreprise est de 20 à 21 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui en fait l'une des 3 plus grandes raffineries du pays agresseur. L'usine appartient à Surgutneftegaz et se spécialise dans le raffinage profond, la production de carburant, de bitume et d'hydrocarbures aromatiques. Kinef est un élément clé de la logistique d'exportation de la Russie dans la région de la Baltique, le renseignement militaire du ministère de la Défense de l'Ukraine. Absolument toute l'infrastructure pétrolière russe, depuis les sites d'extraction jusqu'au raffinage et à l'exportation finale, subit actuellement un impact extrêmement lourd et significatif, ce que les experts militaires qualifient d'impact direct de l'ennemi, ce qui provoque inévitablement une irritation profonde doublée d'une véritable colère noire au sein du pouvoir à Moscou. Les craintes de Poutine pour le défilé du 9 mai semblent justifiées. Les drones ukrainiens pourraient bien préparer un cadeau surprise sur la place rouge pour le jour de la victoire. Et pas seulement à Moscou. Il est déjà évident que les nouvelles armes ukrainiennes, comme les missiles Flamingo et les frappes régulières, deviennent un atout majeur pour l'Ukraine. Urgent, Fico a retourné sa veste à la dernière minute. Une déclaration fracassante a ébranlé l'UE. Le Premier ministre slovaque a officiellement confirmé qu'il s'envole pour Moscou voir Poutine. Mais le mystère est là. Il refuse d'assister au défilé de la victoire. Trahison ou plan astucieux? Qui tire réellement les ficelles de Fico? Regardez. Se pourrait-il que cette vieille amitié commence à se fissurer et que Poutine finisse par perdre ses alliés les plus précieux? Tout récemment, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a vivement inquiété son ami de longue date, le président et dictateur russe Poutine. Après une rencontre tout à fait inattendue avec Zelensky à Erevan, Robert Fico a tenu à annoncer qu'il se rendrait à Moscou le 9 mai prochain pour voir Vladimir Poutine, tout en refusant de participer au grand défilé militaire du jour de la victoire. Il a d'ailleurs déclaré qu'il prévoyait seulement de déposer solennellement des fleurs au monument du soldat inconnu. Concernant sa visite à Moscou, là encore, il n'y a plus de rhétorique aussi agressive. Il dit donc qu'il ira bien rencontrer Poutine, mais qu'il ne participera pas au défilé. Je déposerai des fleurs sur la tombe du soldat inconnu de l'armée rouge, afin d'exprimer ma gratitude pour la libération au nom de tous les Slovaques. Et j'ai prévu une brève rencontre avec le président Poutine. C'est tout. Je n'irai à aucun défilé militaire. Parallèlement, Fico a défendu sa visite en Russie, déjà condamnée par la Commission européenne. Je ne me laisserai absolument pas acculer dans une situation où j'aurai de profonds remords de conscience. Je rencontre Poutine, tout le monde me critique. Mais quand je reviens de le voir dans les couloirs de Bruxelles, aux toilettes, tout le monde me demande ce qu'il a dit. Pourtant, la semaine dernière, l'assistant de Poutine, Yuri Uchakov, assurait que le Premier ministre slovaque serait au défilé du 9 mai. Uchakov a confirmé que Fico serait au défilé de la victoire à Moscou, parmi d'autres invités étrangers. Le politologue Petro Oleshchuk l'affirme, le Kremlin, et non Fico, a changé de plan. À part Fico, personne ne comptait se rendre à Moscou à ce moment-là.
Je suppose que le Kremlin lui-même ne voulait pas trop que Fico soit présent au défilé, car, cela paraîtrait étrange. L'an dernier, il y avait de nombreux dirigeants mondiaux, dont le leader chinois. Et aujourd'hui, Fico est seul, et alors quoi? Qu'est-ce que cela est censé démontrer? Une chute d'autorité et de prestige? Et Fico lui-même n'était pas vraiment impatient d'assister au défilé. Il comprend parfaitement les menaces liées à la tenue de ce défilé, et perçoit clairement la manière dont les dirigeants russes craignent pour sa sécurité. Et il est évident que Fico n'a absolument pas besoin de tout cela. Aujourd'hui, Fico tente de ménager la chèvre et le chou après l'affaiblissement de son allié Viktor Orban en Hongrie. Fico se trouve manifestement dans une situation assez spécifique où il est désormais perçu par absolument tout le monde comme étant le leader européen le plus pro-russe. Et ce nouveau rôle de leader ne lui convient pas du tout, car auparavant, Orban assumait seul toutes les critiques et les conséquences avec ses déclarations pro-russes. Tandis que Fico se limitait simplement à suivre ses traces. Et là, il n'est plus au second plan. Il reçoit des bonus de la Russie, mais c'est Orban qui encaisse les coups principaux. Et pour Fico, c'était évidemment très confortable. Pourtant, les analystes notent les tentatives de Fico d'adopter une politique plus modérée. Parce qu'il veut simplement faire des affaires avec les Russes, obtenir d'eux certains avantages. Il a certes ses propres préférences, mais il ne veut pas du tout attirer toute l'attention des détracteurs et de tous ceux qui n'apprécient ni Poutine ni la Russie. C'est précisément pourquoi il essaie de manœuvrer habilement, au moins pour une certaine période. Sa rhétorique deviendra nettement moins radicale. Et il fera beaucoup moins de déclarations ouvertement pro-russes, en attendant de voir comment la situation évoluera. C'est intéressant qu'en plus de tout, Fico ait changé de position, sa rhétorique non seulement sur le défilé, mais aussi envers l'Ukraine. Récemment, il a fait plusieurs déclarations qui ne sont pas vraiment anti-ukrainiennes. Au contraire, elles sont même plutôt bienveillantes envers l'Ukraine. En particulier, il ne s'oppose plus à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Pourtant, Fico ne change pas du tout au fond. Il reste le politicien pro-russe sans principe qu'il a toujours été, mais il s'est montré plus prudent. D'autant plus qu'il voit très bien le sort réservé à Orban. Il comprend que son propre avenir politique pourrait aussi être menacé. Beaucoup disent aujourd'hui que Fico prévoit d'organiser des élections législatives anticipées. Peut-être qu'encore une fois, il ne souhaite absolument pas, disons, déclencher de manière superflue une série de scandales sur l'ensemble de ces questions, et veut juste se préparer très sereinement aux élections anticipées afin de maintenir sa position au pouvoir. Choc, l'enfer à Zaporijia. Mala Tokmatchka est un cimetière pour l'élite russe. Le Kremlin a encore annoncé la prise de la légendaire Mala Tokmatchka. Mais la réalité est atroce. Le renseignement révèle la vérité. Ce lieu est un territoire mortel pour la Russie, d'où l'on ne revient pas. L'armée ukrainienne prépare l'assaut final. Nos éclaireurs ont prévu une surprise pour les Russes. Détail dans ce reportage. Une nouvelle localité de Zaporijia fait la une de tous les journaux d'information. Mala Tokmatchka est devenue un nouvel échec pour les occupants sur le front. Il y a beaucoup de villes et de villages dans l'est de l'Ukraine où l'armée de Poutine se casse les dents depuis des années. Mais celui-ci mérite une attention toute particulière, car on ne compte plus ces prétendues libérations successives par les forces russes. Belousov a annoncé une étape importante vers la victoire dans l'opération militaire spéciale. Le ministre de la Défense a félicité les troupes pour la libération de Mala Tokmatchka. Pourtant, pour le ministère russe de la Défense et pour l'état-major, ce village est considéré comme la clé de la défaite des forces armées ukrainiennes sur le front. Le ministre de la Défense lui-même l'a dit. Textuellement, Mala Tokmatchka est, paraît-il, une étape sérieuse vers l'atteinte des objectifs de l'opération spéciale. Sans aucun sarcasme. Récemment, on a commencé à parler de Mala Tokmatchka à cause des mèmes que cette localité a engendrés sur le web. Le fait est que dans les émissions de propagande, un certain pseudo-expert, Rogin, commence son bulletin militaire par là depuis environ 1 an. Et à chaque fois, les Russes sont sur le point d'en prendre le contrôle. Les journalistes ne se sont pas fait prier et ont réalisé ce montage. Bonsoir, quelles sont les nouvelles ? Bonsoir. Sur la ligne de front, direction Zaporijia, nos troupes ont remporté des succès vers Mala Tokmatchka.
Des combats ont lieu à sa périphérie et près de la localité, tandis que les affrontements se poursuivent dans la zone. Les combats continuent aussi aux abords et pour le contrôle de Malatokmachka. Nos troupes ont fait de légères avancées dans la partie sud-est de la ville. Les combats se poursuivent pour la partie sud et la partie sud-est de Malatokmachka. L'assaut sur la ville continue. Il y a des avancées dans le secteur de Malatokmachka et des combats ont toujours lieu dans la zone. Et ce, alors que Malatokmachka est officiellement libéré depuis longtemps et que Poutine a même félicité les personnes impliquées. En réalité, la majeure partie du village est sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Environ un tiers se trouve en zone grise. Et ce n'est qu'à la périphérie est que les Russes ont pu tant bien que mal s'implanter dans des maisons isolées. Les combats sont incessants et ce sont des combats sanglants. Le pilonnage des mêmes positions et les tentatives de l'armée russe de s'infiltrer à travers la ligne de front par de petits groupes d'infanterie entraînent la mort de centaines de soldats russes chaque jour. Cela se passe de différentes manières, principalement par le biais de drones FPV. Cependant, il n'est pas rare que des éclaireurs ukrainiens se rendent dans ces mêmes maisons. Naturellement, ils ne viennent pas les mains vides. Ils ont lancé une mine anti-char à un endroit précis et ont fait sauter le sous-sol. C'est drôle, mais les rapports de victoire de la première chaîne ne sont même plus écoutés par la communauté Z. On y dit ouvertement qu'en un an de tentatives pour s'emparer de ce petit village, des milliers de soldats sont déjà morts, sans obtenir au fond aucun résultat. Et faites feu! Aujourd'hui, nous opérons par petits groupes, en fait, n'est-ce pas? Ici, là et là-bas. La question est de savoir si, avec ces petits groupes, nous pouvons libérer Sloviansk, Kramatorsk, Kharkiv, Zaporizhia, prendre d'assaut, franchir le Dniepr. Pouvons-nous le faire par binôme ou non? Regarde. Et maintenant, la question est, vaut-il vraiment la peine de sacrifier des binômes chaque jour si nous ne le pouvons pas? D'ailleurs, le commandement russe a tenté de s'emparer de Malatokmachka par un assaut massif. Au début du printemps, plusieurs groupes blindés et des dizaines de soldats sous contrat ont été envoyés à l'attaque. En conséquence, c'est devenu jusqu'à présent l'échec le plus retentissant de l'offensive russe en 2026. Les 118e et 65e brigades ukrainiennes, avec le soutien d'autres unités, ont détruit 2 chars, 12 BMP, 6 BTR et 2 véhicules blindés Tigre, soit 22 véhicules sur 26. Une déroute totale, même le puissant blindage poilu à la dernière mode n'a pas aidé. La raison de ces tentatives désespérées de l'ennemi est claire, explique le commandement des forces armées ukrainiennes. C'est la route vers la localité stratégiquement importante d'Orikhiv. C'est pourquoi plusieurs lignes de défense et de puissantes zones fortifiées ont été construites ici, faisant de Malatokmachka le symbole de l'impasse stratégique des Russes à Zaporizhia. C'est tout pour le moment, mais retrouvez d'autres nouvelles brûlantes du front dans notre prochain numéro.